Merci d'être avec nous ce soir, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Antena. Ce journal reçoit pour vous le pasteur Grace Soumbela, pasteur responsable de l'église Pierre Vivante. Avec lui, nous parlerons de la conférence biblique qui sera organisée durant 3 jours, du 23 au 25 janvier, à la cathédrale du Centenaire. Et cette rencontre s'intitule « Réveiller les héros ». Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Alain. Bien. 2 ministres du gouvernement de la République ont été interpellés cet avant-midi à la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du ministre du Plan Célestin Vounabandi et des Pentic Trifon Kinkie. Le récit de la plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale nous est fait par Laïn Bofandombungu, Eric Izami et Blaise Lunda. Le ministre des Postes, Téléphones, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a eu l'occasion de s'adresser ce mercredi 22 janvier 2014 aux députés nationaux. C'était au cours de la plénière consacrée au contrôle parlementaire. En effet, dans une question orale avec débat adressée au ministre Kinikewa Mulumba, les députés nationaux ont demandé des éclaircissements sur la gestion du code 243. De leur avis, la fraude s'amplifie autour de ce code. Et du code 00243, on va le président, est une question très importante pour notre pays. Étant donné que c'est une question non seulement très importante pour le président, mais c'est un domaine aussi qui devait normalement générer beaucoup de recettes pour la République démocratique du Congo. Nous vous avons vu très actifs dans la traque des fraudeurs qui s'illustrent dans les détournements du code 00243. Le point CD et les codes 00243 constituent les 2 faces d'une même pièce. À travers ces explications, le membre du gouvernement s'est engagé à faire revaloriser les secteurs à sa disposition de manière à ce que les Congolais en tirent des dividendes. Il reste conscient de l'importance accordée par plusieurs compatriotes aux outils indispensables sans lesquels la mondialisation est un vain mot. J'ai toujours dit que le ministère de Pétentique était d'abord un ministère d'assiette et que c'était un ministère qui était à ce jour, disons, très peu considéré. Depuis la mise en place de cette équipe gouvernementale, vous avez vu qu'en si peu de temps, on a fait du résultat. Et je peux vous assurer que je suis moi-même, bien entendu avec les fonctionnaires du ministère, avec mes collègues du gouvernement, dont j'ai toujours tiré profit du soutien. Je suis un homme heureux en ce jour. Et je dois dire que je remercie sincèrement notre collègue, parce que je suis aussi député, élu et réélu, Mouyaya, pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce jour de m'exprimer devant ces micros prestigieux de l'Assemblée nationale congolaise. Par ailleurs, le ministre du Plan et la mise en œuvre de la révolution de la modernité a été aussi l'hôte des députés nationaux. Et puis le réseau des femmes africaines parlementaires et ministres REFAMP organise depuis ce mercredi 22 janvier en collaboration avec ses partenaires dont Albert International un atelier autour de la bonne gouvernance et la citoyenneté. Ces assises se tiennent au CEPAS à Gombe et vont durer 3 jours. Eric Izami et Blaise Lunda nous en parlent. Les réseaux de femmes africaines parlementaires et ministres s'attellent depuis mercredi 22 janvier à la formation sur la citoyenneté et la bonne gouvernance. Cet atelier de réflexion envisage avec une perspective de genre explorer les 2 concepts citoyenneté et bonne gouvernance pour un bon modèle de contrat social entre dirigeants et dirigés. Quand nous choisissons nos dirigeants, nous les choisissons sur base d'un contrat social, sur base des promesses. Souvent c'est sur base des promesses. Est-ce que nous évaluons aussi ces promesses à la fin de leur mandat? D'apprendre des stratégies et des outils pour renforcer les relations entre les citoyens et le gouvernement. La femme est pour la communauté tout entière un thermomètre. Quand ça ira pour elle, ça ira également pour l'ensemble de la société. Concernant le processus du scrutin unique pour la désignation du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, la majorité présidentielle déclare qu'il n'y a pas urgence. Elle va donc désigner incessamment son candidat à ce poste. Pour rappel, ce scrutin est momentanément suspendu par la CENI, faute de candidat. Le porte-parole de la MP, Luzanga Chamandevou, quant à lui, appelle l'opinion à l'apaisement. Eric Izami, Blaise Lunda et Safi Maléou.
La CENI n'a pas pu organiser le scrutin partiel pour combler le vide créé au poste du vice-gouverneur du Sud Kivu. Elle a suspendu le processus car nul n'a déposé de candidature. La suspension, je disais, qu'elle était tirée d'une conséquence. Que nous étions en face d'un processus fermé et limité à un regroupement. Parce que si c'était un processus ouvert suivant selon la loi, nous n'aurions pas posé problème. Nous aurions organisé les élections avec l'unique candidature de Madame Walter, Madame Mathilde Foura. Mais ici, j'insiste sur le fait que nous nous trouvons dans un cas particulier de vacances créées par le vice-gouverneur où il n'y a que sa famille politique qui peut présenter un autre candidat. Cas particulier, un vide créé par le départ du vice-gouverneur issu de la majorité présidentielle, le groupement politique a déclaré qu'elle va incessamment proposer une candidature. À l'heure où vous me posez la question, la majorité a un candidat, mais respectez quand même que au sein de la majorité, que la hiérarchie, que les structures sur le cours normal. Je vous dis que ce soir, demain, après-demain, vous connaîtrez le candidat de la majorité présidentielle. Et il n'y a pas le feu à la demeure. La case ne brûle pas. Et la CENI martèle qu'elle n'est pas bloquée du tout. Comment nous allons reprendre? Pour reprendre, il faut réunir certaines conditions. Il faut que la CENI soit disponible matériellement en temps et disponible sur le plan opérationnel. Il faut que l'électorat, le corps électoral est constitué de députés provinciaux. Même si le ministère de l'Intérieur, qui doit être informé, même administrativement et par voie des médias, nous ressaisissait, il faut que nous réunissions ces conditions-là, que nous soyons disponibles, que nous disposions à ce moment-là les moyens, et surtout que l'électorat soit disponible. 2014 devra plutôt ouvrir pour la RDC la suite du processus électoral, en principe avec les locales, municipales, urbaines et les autres élections. Plusieurs sujets en rapport avec la sécurité intérieure, particulièrement à l'est du pays, ont été abordés ce mercredi 22 janvier 2014 au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. C'était comme à l'accoutumée au quartier général de la mission onusienne à Bombay. Un reportage signé Sylvie Fortuné-Mboula. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, la situation sécuritaire dans les provinces situées à l'est de la RDC est demeurée stable durant la semaine écoulée. Les rapports récents ont fait état de l'impulsion de quelques éléments des groupes armés, notamment l'Alliance des forces démocratiques dans certaines zones d'Ituri. La force de la MONUSCO et l'armée congolaise poursuivent dans ce district leurs opérations conjointes dénommées Pierre d'Acier, Serre de l'Aigle et Coup de Patte du Tigre. Nord Kivu, l'environnement sécuritaire, quoique tendu et imprévisible à cause des opérations menées par les forces gouvernementales contre les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques dans le Grand Nord, demeure toutefois sous le contrôle des troupes onusiennes et congolaises. En effet, du 17 au 18 janvier 2014, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par la force de MONUSCO, ont mené des actions offensives contre les rebelles ougandais de l'ADF-NALU et ont repris le contrôle de plusieurs localités jadis occupées par les insurgés, notamment Momodioma, situé à 45 km au nord-est de Beni, Mwalika et Totolito. À la question de savoir pourquoi les forces de la MONUSCO ne s'engagent pas dans les combats contre les ADF-NALU comme ils l'ont fait pour le M23, la réponse est claire. Le contexte, le terrain et le mode d'action sont complètement différents. Toutefois, les forces de la MONUSCO sur terrain apportent tout de même leur appui de diverses façons aux forces loyalistes. Au chapitre économique, le président directeur général de Kibali Gold Mine et tout le staff dirigeant de cette entreprise d'exploitation aurifère dans le Haut-Ouélé en province orientale ont animé lundi 20 janvier une conférence de presse pour rendre compte de l'évolution de ce vaste projet. L'État congolais leur doit 70 millions de dollars pour le remboursement de la TVA, mais il ne relâche pas pour autant de poursuivre et d'achever les travaux de la centrale hydroélectrique en construction sur la rivière Nzoro. Eric Izami et Pepito Matondo. 17e de la série depuis l'acquisition du site de Doko,
le staff dirigeant de Kibali Gold Mines ne relâche pas. Il est heureux par ses rendez-vous trimestriels de rendre compte devant un parterre de décideurs RD congolais, la presse y comprise, pour que chacun l'aide à améliorer jour après jour. Nous sommes obligés d'être partenaires avec l'État et nous considérons toujours que c'est un partenariat. Et dans le cadre d'un partenariat, il faut discuter des choses, même des sujets qui fâchent. C'est vrai, lorsqu'on a un creux de plus de 70 millions de dollars dans sa trésorerie, aujourd'hui notre trésorerie est déficitaire. Donc ça pose un sérieux problème dans notre capacité de continuer à avancer avec notre projet. Nous pensons que l'État est responsable et que l'État écoute notre préoccupation et qu'une solution sera trouvée. Dépouillé de tout triomphalisme, Kibali Gold Mines a prouvé qu'il était un modèle dans son rayon d'activité. Pour nous qui prenons derrière le chef de l'État la révolution de la modernité, c'est un cas d'école que d'autres investisseurs qui viennent dans le secteur minier dans notre pays devraient absolument prendre comme modèle à suivre. Mais la volonté du gouvernement central de réviser le code minier reste maintenue. Kibali Gold Mines persiste également avec son exhortation à l'endroit des décideurs. Le code minier en soi, si on l'applique strictement, il doit rapporter énormément à l'État congolais. Nous parlons de 40 à 50% des revenus de l'industrie minière devraient retomber dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'on doit se poser, est-ce que c'est le code qui est mauvais ou c'est son application qui est mauvaise? Nous pensons que c'est la deuxième réponse qui est la correcte. Nous avons trop d'opérateurs économiques qui opèrent en dehors du code minier, qui ne respectent pas les lois en place, qui sont dans l'informel, qui sont dans toutes sortes d'arrangements spéciaux qu'ils ont faits. Les discussions sérieuses se poursuivent entre Kinshasa et les partenaires du domaine minier. Kibali trouvera-t-elle un écho favorable à sa requête? Ça, l'avenir le dira. Le gouvernement exige que les taxibus de marque Mercedes 207 et autres véhicules de transport en commun appartenant à des particuliers puissent passer au contrôle technique. Un délai de 45 jours leur a été accordé. C'est la décision prise à l'issue de la réunion présidée par le Premier ministre Augustin Matata en rapport avec l'interdiction des circulations à Gombe de ces véhicules appelés communément esprits de mort. Reportage Jean-Louis Niasekama. La mesure d'interdiction de circulation des Mercedes 207 à la Gombe, prise par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Kanyama, a été tempérée, voire nuancée par le gouvernement. En ce qui concerne spécifiquement les véhicules dont l'état technique n'est pas bon, un délai de 45 jours est accordé pour que tous les exploitants de ces véhicules se mettent en ordre, en commençant justement par les contrôles techniques. Et sur ce point, nous voulons être le plus clair possible et le plus ferme. Ce délai de 45 jours ne va pas souffrir d'exception, ni de dérogation, ni... Au sujet du contrôle technique, le gouverneur de la ville donne quelques sites. Nous avons 3 sites pour le moment de contrôle technique. Le premier site dans l'enceinte de l'Office des routes à Kingabwa. Le deuxième site, c'est à l'Institut national l'INPP, Institut national de préparation professionnelle. Et le dernier site, le plus grand, c'est à la Fikine, où 200-300 véhicules peuvent passer au contrôle technique. Donc, on insiste, nous avons 45 jours pour se mettre en ordre avec le contrôle technique. Ils ont 45 jours pour arranger leurs phares, leurs portières et mettre la couleur bleu-jaune. Ils ont 45 jours. Après les 45 jours, il y aura un contrôle qui va se faire. Chers propriétaires de véhicules de transport en commun au contrôle technique, le compte à rebours a commencé. Il reste 45 jours moins quelques heures. Voilà, comme annoncé en début de journal, avec moi sur ce plateau, le pasteur Grace Ombela. Encore une fois, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Alain. Voilà, tout à l'heure, on parlait d'esprit de mort, mais vous êtes là pour nous délivrer. Alors, pasteur, vous êtes là, justement, pour parler de la rencontre qui aura lieu du 23 au 25 janvier, à la cathédrale du Centenaire. Cette rencontre s'intitule Réveiller les héros et vous en êtes à votre 3e édition. Quand je dis vous, parce que vous avez donné votre main de l'association au visionnaire qui est le pasteur Roland Dallot. Oui. Alors pourquoi ce genre de rencontre Réveiller les héros? Non, l'Église s'occupe bien des femmes, elle s'occupe bien des enfants, s'occupe bien des jeunes. Et on a constaté que l'Église ne s'occupait pas assez des hommes.
Et ces assises réveiller les héros visent cette catégorie de personnes. Vous savez que le poids de la famille pèse sur les épaules des hommes. Donc, nous avons pensé que l'Église doit s'occuper. Ces assises réveiller les héros ont pour premier objectif pouvoir toucher les hommes de nos maisons, de nos familles, de notre pays. Alors, le thème, vous avez dit que c'est ce qui tue l'homme. Oui, cette édition, oui. Nous allons traiter ce grand thème-là, ce qui tue l'homme. Justement, qu'est-ce qui tue l'homme à votre avis? Vous savez, si on pose... Sans entrer dans la profondeur des enseignements qui seront donnés. Bien sûr, il y a en fait pour la mort plusieurs raisons. Il y a des raisons médicales que les seuls médecins sont habilités à traiter. Mais ici, nous sommes en train de considérer les autres raisons, et ces autres raisons sont éclatées dans les différents sujets que nous allons aborder, que les différents orateurs... Oui, quels sont les différents sous-thèmes que vous allez aborder? Le tout premier, c'est « Ne livre pas ta vigueur aux femmes ». Alain, dans notre pays, nous avons connu des grands messieurs, des personnes qui pouvaient aller très loin, mais dont l'ascension a été bloquée simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer comment vivre avec l'autre, ça veut dire la femme. Et c'est ça le premier sujet qui sera traité lors de ces assises. Nous allons voir que beaucoup de gens sont morts à cause de ça. Et nous ne serons pas là, nous serons là en fait pour que les hommes ne meurent plus à cause de ça. Et le deuxième sujet qui sera traité, c'est gloire, réussite et élévation. Bénédiction ou piège. Parce que nous avons vu que beaucoup d'hommes sont restés des bons hommes aussi longtemps qu'ils n'étaient rien. Mais les jours où ils sont montés dans la vie, où ils ont eu de la renommée, où ils ont eu une fortune, où ils ont eu une élévation dans la vie, eh bien c'est la catastrophe qui s'est installée. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévenir ça? Troisième sujet qui sera traité, c'est, je ne sais pas si je dois citer également ceux qui doivent parler de ces sujets, mais le troisième sujet, c'est le pasteur Sita en fait qui va le traiter. Il s'agit de l'attrait, de l'occultisme et de ses pièges. Donc, nous sommes dans ce pays et nous ne pouvons pas nous en cacher. Pourquoi vous avez remarqué que l'occultisme prend de l'ampleur? Et c'est un sérieux problème. Nous devons dire que la nuit devient beaucoup plus dense que l'éclairage du jour. Et en tant qu'Église, nous voulons essayer de traiter cette question autour de ces assises ici. Et nous aurons le pasteur Raoul Matadi qui viendra également essayer de nous dire, nous enseigner quelque chose sur le stress. Autre chose, les travaux de construction du pont Landou dans la commune de Bumbu sont abandonnés depuis plusieurs mois. La population de ce coin de Kinshasa lance un SOS à l'autorité urbaine pour relancer les travaux destinés au finish à désenclaver leur milieu d'habitation. Nadia Koulinfouka, Josin Belebele, images et commentaires. On se croira à l'arrière-pays et pourtant nous sommes en pleine capitale Kinshasa. Ici dans la municipalité de Bumbu, cet exercice est devenu le quotidien de la population riveraine du quartier Landou qui éprouve d'énormes difficultés lors de la traversée sur ces ponts qui relient la commune de Bumbu et celle de Makala. En effet, les travaux de construction initiés sur fonds propres de l'hôtel de ville ont connu un frein quant à son exécution. Cette situation épouvantable donne du fil à retordre aux habitants et passants, d'où cet appel de détresse pour déplorer la négligence observée dans la poursuite de travaux. Non, pour ce qui est un manque à suivi à l'hôtel de ville, puisque l'hôtel de ville, le gouvernement provincial a financé $6 000 pour la pont. Nous regrettons parce que le gouvernement provincial et l'hôtel de ville qui ont financé ces travaux l'ont abandonné. Et aujourd'hui, la population souffre de ses côtés. Dans ce qui ressemble à un chemin de la croix, les élèves ne sont pas épargnés. En cas de faux pas, ils risquent de tomber dans l'eau et repartir à l'école ou soit à la maison mouillée. Une situation qui doit normalement interpeller l'autorité urbaine, initiateur des travaux, afin de trouver des solutions le plus tôt possible. Le pont Louboudi, la passerelle reliant la commune de Bandalungwa au quartier Kanlouka se dégrade lui aussi à petit feu et les riverains s'en plaignent, ceci étant donné que c'est l'unique voie aménagée qui favorise la libre circulation. Le constat a été fait par Gédéon Lukumwena.
Érigée lors de la campagne électorale de 2006, cette passerelle connaît depuis plusieurs années un délabrement systématique et progressif. Ceci occasionne une circulation difficile et à haut risque des piétons et des motards qui empruntent cette voie. D'où ces SOS de la population. Je demande l'indigence de M. André Kimbuta s'il peut nous faire réfectionner ces ponts pour permettre le passage. Vous voyez, on est en train de voler les barres de fer ici. Ici, il y avait encore une autre pilon là qui était tombée. Il n'y a plus l'équilibre. En voyant cela, le pont est en train de se dégrader de plus. L'inquiétude monte encore d'un cran quant aux éventuels débordements de la rivière Makelele. Nous demandons au gouvernement congolais de nous venir en aide, car si rien n'est fait, nous aurons eu de sérieux problèmes quant à ce qui concerne le débordement de la rivière Makelele. Aux décideurs de prêter une oreille attentive à leurs cris d'alarme afin qu'il ait du répondant. Comment réussir à l'université? Tel est l'intitulé de la bréviaire publiée par le professeur Pierre Fasuka Kitambala. Cet ouvrage est destiné premièrement aux élèves et étudiants, mais également aux professeurs et parents. Reportage. Le niveau de l'enseignement en RDC a baissé. Beaucoup de facteurs contribuent à cela. L'on peut partager la responsabilité de l'échec entre l'enseignant et l'enseigné, mais c'est ce dernier qui est moralement et psychologiquement le plus affecté. Que faire pour éviter tant soit peu ces échecs? Le professeur Pierre Fasuka Kitambala nous explique le cœur de ce bréviaire. La session, tout est parti de cette observation-là. Et nous avons constaté aussi qu'il y avait beaucoup d'échecs. Donc quand on parle d'inadaptation, au niveau de l'université, il y a donc des échecs. Et certains étudiants ne pensaient pas très bien réussir au cours. Ils avaient toujours peur des cours. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons mettre quelque chose à la portée du public, mais surtout des étudiants novices. Voilà. Quelques points essentiels du contenu de ces bréviaires ont été expliqués d'une manière succincte par son auteur. Donc, il y a la préparation permanente, la participation décisive, donc il doit être là, pas pour causer, puisque on voyait dans les auditoires des étudiants qui, pendant que le professeur parlait, eux aussi avaient leur dialogue, leurs entretiens. Donc il faut avoir la décision. J'apprends aux jeunes, je leur dis qu'il faut qu'ils soient décisifs, sérieux et même très voraces pour les cours. Sachez ici que le constat est parti du fait que la plupart des jeunes nouvellement inscrits ne parviennent pas à franchir avec succès la première marche académique. De nombreux, durant leur cursus universitaire, n'ont pas des modèles à suivre pour évoluer avec responsabilité et méthode. Voilà, les délabrements n'en finissent pas. Situé à la périphérie, l'Institut technique professionnel de Kisenso tombe en ruine. Les responsables de cet établissement appellent le gouvernement congolais à la rescousse. Anne-Marie Ossite et Popol Siakwaou nous en parlent. Construit vers les années 60 à la périphérie de Kinshasa, l'ITP est dans un état d'abandon presque total. Pour la petite histoire, l'ITP est au départ une école de formation automobiliste avec la pluralité des écoles techniques. L'ITP a ajouté deux options qui sont la mécanique générale et l'électricité générale. Depuis les années 2000, l'école n'était plus fréquentable suite aux menaces d'érosion et à la précarité financière des familles d'élèves régulièrement inscrits dans cet établissement. À cela, il faut ajouter les manques d'outils appropriés pour une bonne formation, ce qui ne manque pas d'inquiéter les responsables de l'ITP. Mais on a fait plusieurs démarches avec mes professeurs. Jusqu'à présent, aucun organisme nous a soutenus. On a même vu la CTB. On a été par-ci, par-là. Nous souffrons, nous sommes à la périphérie. Mais pour faire d'aller les ateliers, on s'est déplacé toujours. On allait très loin à l'INP. Et il faut voir comment vous devez encadrer les enfants. Vous devez avoir au moins 100 élèves que vous devez inclure dans un atelier. Ça nous coûte très cher ici, les enfants, d'une manière générale, ils ne payent pas. Nous faisons presque les bénévolats parce que c'était d'ailleurs la philosophie au départ qui a été donnée. Et pourtant, l'école technique coûte très cher. Par conséquent, il en appelle à l'assistance du pouvoir public. L'école souffre, si je peux l'exprimer de cette manière. Nous n'avons pas les matériels techniques. Or, dans l'enseignement technique, la théorie est toujours conciliée à la pratique. C'est ce qui fait maintenant défaut ici.
Donc nous manquons les matériels. La jeunesse est l'avenir d'une nation, dit-on. Celle qui est formée à l'ITP de Kisenso mérite autant que d'autres à l'intérêt du gouvernement. La revue de presse de ce mercredi a été sélectionnée pour vous par Don Momat et commentée par Sylvie Fortuné-Mboula. Le journal de journaux. Bienvenue à cette revue de presse. Résurgence du M23, Lambert Mende, la République démocratique du Congo est préparée à répondre à toute provocation visant à la déstabilisation, titre l'Observateur. Le ministre des Médias, Mende Omalanga, a tenu sa première conférence pour cette année 2014, au cours de laquelle 3 points ont été abordés. De la résurgence du M23, le journal rapporte que Lambert Mende a fait savoir qu'un rapport de l'ONU renseigne que les anciens mutins de ces mouvements qui avaient été accueillis au Rwanda et en Ouganda seraient en train de se reconstituer et se réorganiser en procédant au recrutement à partir de ces 2 pays voisins. Face à cette situation, la RDC, prévient le ministre, est préparée à répondre à toute provocation ou agression visant à la déstabiliser d'où qu'elle vienne et sous quelque forme soit-elle. Au sujet de l'assassinat du général des brigades Mamadou Ndala, deuxième point évoqué lors de la conférence de presse, la référence plus souligne que Lambert Mende a rappelé à l'assistance que c'est à la justice seule que revient la charge de désigner le coupable des crimes qui se commettent en RDC et non au gouvernement. Néanmoins, renchérit la consoeur, quels qu'ils soient les auteurs intellectuels et physiques de l'embuscade qui a coûté la vie au général des brigades Mamadou Ndala, tous seront jugés. Déclaration du porte-parole du gouvernement. Dernier point évoqué au cours de la même conférence de presse, l'opération Sokola 1, le premier résultat jugé encourageant, estime le Dépêche du Brazzaville. Le quotidien rapporte que quelques jours seulement après les déclenchements des opérations de désarmement de forces négatives et de groupes irréguliers à l'est du pays, parmi lesquels les rebelles ougandais, des ADF Nalu et les FDLR, plusieurs territoires, compris Mpinga, quartier général de FDLR, ont été récupérés par les forces loyalistes de la RDC, contraignant les rebelles à fuir tout en abandonnant leurs otages. Autre chose à présent avec la prospérité qui titre perquisition sur John Numbi Al-Mbashi, Mende confirme l'arrestation des 18 personnes. Tout serait parti d'une dénonciation auprès de services de renseignement au sujet de la présence de personnes inconnues dans une parcelle presque inhabitée. Ce qui a poussé les services à perquisitionner le chantier en construction. Ce n'est que plus tard, après l'arrestation des 18 personnes sur le lieu, qu'on a découvert que le chantier appartenait à John Numbi. Une situation qui pousse Géopolis à s'interroger. L'épée de Damoclès serait-elle suspendue sur le général? Il ne se passe pas un jour à constater les tabloïds que le nom du général Numbi soit cité dans une affaire et pas toujours des affaires paisibles. Il devient, poursuit le journal, difficile à savoir quels sont les soupçons qui pèsent sur cet officier supérieur, car à chaque fois les accusations changent mais le suspect reste le même. Pour l'objectif, John